Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Service Gagnant avec S, l'émission qui favorise les échanges et qui allie désormais le tennis et le paddle, une émission préparée conjointement avec Patrick Aumont. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir sur ce plateau deux invités extraordinaires. Ex-9e joueuse mondiale, parmi ses nombreux trophées, elle a décroché la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney aux côtés d'Else Callens, élue belge sportive de l'année en 1998. Bonjour Dominique Monami et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous n'êtes pas venu les mains vides, je pense. Non, j'ai apporté la médaille. Magnifique, ça, on aura l'occasion de la voir un petit peu plus juste après. Merci à vous. À vos côtés, Juan Pablo Abarca, coach de l'équipe nationale de paddle masculine. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, on va commencer cette émission dans le vif du sujet, je pense, avec les Jeux Olympiques qui arrivent très prochainement. Donc, samedi dernier, la Fédération royale belge de tennis et le Comité olympique et interfédéral belge ont officialisé la sélection des Jeux Olympiques. Et justement, après un long suspense, on a enfin su que le tennis belge allait bel et bien être présenté avec au minimum 3 joueurs, donc la paire Sander Gilles et Joran Vliegen, ainsi que Zizou Bers, et je dis au minimum 3, étant donné que Grit Minen pourrait les rejoindre si et seulement si quelques joueuses déclaraient forfait avant le début des Jeux parisiens. Elle est en effet en réserve. Alors Dominique Bévou, en tant que médaillée de bronze justement aux Jeux Olympiques en 2000 et en tant aussi que vice-présidente du Comité olympique, j'imagine que cette sélection, c'est une satisfaction. Alors, une satisfaction, j'aurais préféré qu'on ait plus de joueurs et de joueuses, bien évidemment. Mais bon, c'est toujours lié au classement et aux résultats que les joueurs et les joueuses font. Donc forcément, on a une sélection avec ceux qui ont fait des résultats qui leur permettent de pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques. Mais ça reste, c'est vrai, pour le tennis, toujours une super occasion de pouvoir mettre ce sport en avant dans un événement qui est juste phénoménal. Incroyable, vous le dites, c'est le mot. Et justement, donc, je le disais, vous êtes venu avec votre médaille, je vous en remercie d'ailleurs. Et que représente justement une participation aux Jeux Olympiques et plus précisément une médaille ? Alors, une participation, moi j'ai eu l'occasion d'abord de faire ma première participation, c'était à Atlanta, donc j'ai fait 2 Jeux Olympiques, c'était en 96 et en 2000. La première fois, j'étais classée aux alentours de la 40e place mondiale et c'est vrai qu'une première expérience aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose de très particulier, surtout quand on joue au tennis et qu'on a l'habitude de vivre dans les hôtels et de uniquement faire le lien hôtel et terrain. Aux Jeux Olympiques, vous êtes dans un village olympique et vous êtes entouré d'athlètes avec des sports différents. Donc, le fait d'avoir participé la première fois à Atlanta était une bonne expérience parce que ça m'a permis aussi de voir que d'un point de vue environnement, c'était très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir dans les tournois habituels. Et donc, ça m'a bien aidé la fois suivante quand j'ai joué à Sydney en simple et en double, d'être préparée, surtout mentalement, à vivre justement cette expérience de l'intérieur, mais de savoir aussi que le contexte était différent que dans un tournoi bien spécifique qu'on a l'habitude d'avoir sur le circuit. Et parmi justement tous vos trophées, est-ce qu'il s'agit ici du plus important ? On peut le revoir peut-être ? Oui, c'est une médaille, c'est toujours spécial les médailles olympiques parce que c'est vrai qu'au départ, on peut dire que le tennis n'est pas à l'origine un sport olympique parce qu'il est arrivé seulement en 1988, d'abord comme un premier sport pour à l'essai. Et puis officiellement, en 92, en fait, c'est devenu une discipline olympique officielle. C'est vrai que si on compare avec l'athlétisme, la gymnastique, des sports, je dirais, plus traditionnels, c'est vrai que le tennis est un sport jeune qui est arrivé aux Jeux Olympiques. Entre-temps, il a vieilli. Mais pour moi, ça a toujours été un moment historique parce que depuis toute petite, en fait, si on regardait la télévision, à part Roland-Garros et Wimbledon, pour moi, s'il y avait un événement sportif que je regardais, à côté, c'était les Jeux Olympiques parce que je trouve que c'est quelque chose de mythique et de voir monter ces athlètes sur le podium et recevoir une médaille olympique, c'est quelque chose d'extraordinaire et donc d'avoir pu moi-même vivre cette expérience et d'avoir pu monter sur ce podium et d'avoir, on a encore la chair de poule et de monter sur ce podium et de recevoir cette médaille en sachant que c'était une année de travail qu'on a bien préparé avec Else pour ce double. Même chose avec le simple, c'était vraiment un objectif. Cette médaille, en fait, c'est le plus beau trophée que j'ai jamais reçu dans ma carrière, même si j'ai été sportive de l'année, personnalité sportive de l'année, que j'ai été top 10 mondial. Ça reste pour moi l'événement le plus beau et le plus marquant de ma carrière sportive. Et je peux
confirmer qu'à n'importe quel sportif, si vous allez poser cette question, je pense qu'il va répondre exactement la même chose. Alors, on en parlait justement de la sélection de Zizou Bergs. Oui. Un mois plus tard, on aura également Joachim Gérard aux Jeux paralympiques. Est-ce que vous irez à Paris, que ce soit pour les Jeux olympiques ou paralympiques? Oui, alors je suis aussi très impliquée dans le mouvement paralympique, étant donné que je suis dans le conseil d'administration de la Ligue Handisport. Et également, je fais partie de la commission de sélection, donc je suis et dans le comité olympique et dans le comité paralympique. Pour moi, c'est important de pouvoir aussi rendre un peu au sport ce que le sport m'a donné, donc c'est un peu ma mission quelque part dans ce sport. Donc j'irai voir, parce que comme je suis vice-présidente, j'irai voir la semaine du 4 au 12 les Jeux olympiques. Malheureusement, avec les Jeux paralympiques, je suis partie en vacances parce que je mets mon focus sur les Jeux olympiques. J'aurais sélectionné les athlètes au niveau paralympique, mais par contre, je n'aurais pas l'occasion d'aller voir. Mais bon, Joe a déjà gagné, a remporté une médaille paralympique, donc je pense que pour lui, c'est bien de nouveau pouvoir aller aux Jeux paralympiques. Maintenant, forcément, avec ses conditions physiques, il faut voir naturellement si ça va être faisable d'arriver jusqu'au bout et de remporter encore une médaille. Mais je pense que de toute façon, on va être tous derrière tous nos athlètes, peu importe si c'est olympique et paralympique. Donc, ça va rester deux très, très beaux événements à suivre avec beaucoup d'intérêt. Exactement, je n'aurais pas mieux dit. Alors Pablo, le paddle n'est pas une discipline olympique, du moins pas encore. Est-ce qu'on pourrait imaginer les retrouver au JO d'ici 4 ans, 8 ans? On en rêve de ça, oui. Depuis longtemps, le paddle travaille pour ça. On dit que 2032, on pourrait être invité comme sport, un nouveau sport. C'est pas certain. Il y a des nouvelles, il y a des gens qui parlent de ça. Si c'est le cas, peut-être 2032 invité, et puis 2036 comme sport. Ouais. À voir. À voir. On espère. Alors vous, justement, un petit mot par rapport à votre parcours. Vous étiez professeur d'éducation physique au Chili. En 1997, vous arrivez en Belgique pour suivre un master à Louvain-la-Neuve. Mais comment êtes-vous tombé sur le paddle? Alors, je commence à jouer tout d'abord tennis, évidemment. J'étais joueur de tennis et je découvre le paddle en 1991. Donc, c'était déjà très connu en Argentine. Et lors d'un voyage en Argentine, j'étais invité par un ami. Je connus ça et j'ai tout de suite revenu au Chili avec cette envie de jouer. Au tennis, j'étais toujours un meilleur joueur de double. Donc, tout de suite, ça a bien collé avec moi. Et voilà, je commençais très vite. Et vous avez pu rencontrer Dominique, si je ne me trompe pas, sur les cours. Oui. Même pas sur un cours de paddle, attention. Non, attention, non, de tennis. C'est bien de le préciser. Alors justement, vous avez par la suite été champion de Belgique en 2017, c'est ça? C'est ça. Je commençais très vite avec le développement de paddle en Belgique parce qu'il y avait un autre joueur qui appartient encore à l'équipe nationale, c'est Laurent Montoisy, qui était mon joueur de tennis à la base, et puis on a commencé à s'entraîner ensemble. Il m'a toujours invité à faire de padel, et puis ils m'ont dit, écoute Pablo, on a besoin d'un coach pour l'équipe nationale, est-ce que tu pourrais nous accompagner? Et puis ça a commencé à prendre un peu forme, et le padel de 2014 à 2017 a fait un rebond extraordinaire. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un sport qui bouge énormément. Ouais. Alors, je reste avec vous pour parler d'une autre compétition, justement, au cours de laquelle les sportifs défendent les couleurs de leur pays, à savoir les championnats d'Europe par équipe. Vous nous expliquez comment ça fonctionne? Oui, c'est la semaine du 22 juillet. On part avec l'équipe nationale. Donc, c'est 8 joueurs et on fait une compétition par groupe d'abord. Et il y a 4 groupes de 4. L'idée, c'est de terminer entre les 2 premiers pour pouvoir accéder juste après cette compétition en groupe, de jouer un tableau ouvert où tu avances et puis l'équipe pourrait arriver entre les 8 premiers ou les 6 premiers ou les 4 premiers. Voilà, c'est un peu ça. Les chances sont quand même positives pour l'équipe belge. Oui, le dernier championnat d'Europe, on était 5e. Il y a 4 ans à Marbella, je pense, et en Espagne. Et l'idée, c'est d'arriver 5e minimum, on verra. Mais ça reste très dur. Ouais. Très bien. Alors, parmi les sélectionnés, justement, on retrouve de nouveaux champions en Belgique, n'est-ce pas? Oui. Il y a Clément Gains qui vient évidemment du tennis, un très 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 bon joueur de tennis à la base, qui n'a pas pu continuer. Et puis, il a fait
une nouvelle décision sportive de sa vie. Il a commencé à jouer padel il y a 4 ou 5 ans. Et aujourd'hui, c'est le nouveau champion de Belgique avec Maxime Deloyer. Il vient de gagner la semaine passée, enfin ce week-end, il vient de terminer le champion de Belgique. Ouais, très bien. Du tennis, paddle, tennis, il n'y a qu'un pain, on le voit, c'est vraiment... Une balle. L'émission. Et des raquettes. C'est ce qu'on peut dire, c'est pas mal ça. Balle et raquettes. Alors je vous propose de faire un petit break, c'est le cas de le dire, hein, forcément, parce que si les championnats de Belgique sont importants, forcément, nous avons également les interclubs et Chas qui le sont tout autant, avec beaucoup de joueurs de clubs forcément, et une bonne ambiance. Je vous propose de prendre la température avec cette séquence de Patrick Aumont, Nicolas Spada et Alexandre Robert. Dans une saison, les interclubs et de chasse sont importants d'abord d'un point de vue social. Et ça permet aux joueurs de rencontrer des personnes qu'ils ne connaissent pas. D'un point de vue financier, ça draine beaucoup de monde. Donc ça veut dire que ça remplit les terrains tout le temps. D'un point de vue jeune aussi, c'est quelque chose que je me plais à dire en tant que directeur d'une école de tennis. Un match de tournoi, un match d'interclub et de chasse, c'est comme une heure de cours particulier parce que le fait de jouer dans des contextes qui ne sont pas habituels, c'est fort important et ça permet de développer plein de choses. Donc les interclubs et de chasse, c'est super génial pour le social, pour le sport, ça fait évoluer et pour l'économie. Non, on n'est pas stressé, on essaie de donner le meilleur de soi-même pour l'équipe et pour le club, bien sûr. Alors, les interclubs et Etias, c'est vraiment la période la plus chaleureuse de la saison de tennis? Oui, c'est la plus chaleureuse parce qu'on rencontre d'autres équipes et on crée des liens de fraternité, de camaraderie, c'est gai. Ah, les troisièmes mi-temps sont toujours chouettes ici à Chapelle. Hein. Des troisièmes mi-temps bien chouettes, effectivement. Alors Dominique, je ne vais pas vous parler troisième mi-temps, mais est-ce que vous vous souvenez de vos premiers interclubs? Moi, j'ai commencé les interclubs quand j'étais toute petite. En fait, à l'époque, j'ai commencé en pré-minime, donc c'est vraiment la catégorie des 9-10 ans. Et j'adorais jouer les interclubs. En fait, le tennis est un sport individuel. Mais les interclubs, c'est le moment où on a un sentiment d'appartenance, de faire partie d'une équipe et on joue en équipe. Et donc, c'est quelque chose de très chouette. Et j'ai joué en fait très longtemps en interclub, même quand j'étais joueuse de tennis professionnelle. Je jouais en Belgique, je jouais aussi en Allemagne, j'ai joué aussi en France, en interclub. Et maintenant, j'ai arrêté le tennis, mais par contre, je joue au golf et je fais la seule compétition que je fais, ce sont les interclubs en golf. Toujours avec ce même esprit de partage. Oui, surtout. Parce que, comme le disait le monsieur, il y a la troisième mi-temps. C'est vrai que maintenant, je la fais, la troisième mi-temps, parce que je ne suis plus pro. Mais par contre, je trouve qu'honnêtement, il y a une bonne ambiance, c'est convivial. C'est vrai qu'on rencontre une équipe, donc il y a quand même l'envie de gagner, mais ça reste quelque chose où on se fait plaisir. Après, on mange un bout ensemble. Je me souviens, quand j'étais petite, on mangeait un morceau de tarte avec les autres, on buvait quelque chose ensemble. Donc ce côté convivial, je trouve vraiment, vraiment très, très chouette, à n'importe quel âge. Donc moi, j'aime bien les interclubs, honnêtement. On le ressent très bien. Et justement, votre premier championnat de Belgique, par contre, vous vous en souvenez aussi? Alors, mon premier championnat de Belgique a été également en jeune, parce que j'ai commencé forcément, on va faire toutes les catégories. Donc, j'ai commencé en pré-mini. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai joué les interclubs et puis... j'ai fait ça en fait, après les interclubs, j'ai joué les championnats de Belgique. Les championnats de Belgique, j'ai fait pré-minime, minime, toutes les catégories de jeunes, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et puis alors après, je suis passée dans la catégorie de dames. Mais c'est vrai que les championnats de Belgique, et puis surtout la phase finale, après s'être qualifiée dans sa région, de se retrouver à Bruxelles avec toutes les provinces et toutes les régions, c'est quelque chose qui était pour moi... un événement national qui rassemblait les meilleurs joueurs et joueuses du pays. Donc ça avait aussi cette connotation, être champion de Belgique, c'est quand même important. Donc à l'âge de 15 ans, j'ai été championne de Belgique scolaire, puis j'ai été championne de Belgique après en dames, mais c'était pas si évident d'être championne de Belgique ou championne de Belgique, donc ça représentait naturellement quelque chose de très important au point de vue national. Est-ce que c'est votre plus beau souvenir? Lequel ce serait? Plus beau souvenir, c'est vrai, quand l'idée c'est de faire une carrière internationale, donc
l'objectif, c'est surtout d'arriver loin au niveau mondial. Donc, c'est plus un souvenir, mais c'est vrai que ça fait partie du cheminement quelque part et c'est une suite logique. On commence d'abord dans les catégories, je dirais quelque part dans sa région. On fait les tournois dans la région, puis on fait les régions dans la province. Et puis après la province, on part sur le côté national et puis on va sur l'international. Donc, c'est un cheminement, je dis, assez logique, mais d'un autre côté, qui a tout son charme. Et c'est vrai que j'étais championne de Belgique à l'âge de 15 ans en moins de 16. Pour moi, ça avait une grande signification parce que ça voulait dire aussi que j'étais la meilleure de mon pays à cette époque-là. Et ça a été pareil après chez les dames. Et puis après, forcément, il y a eu la carrière internationale. Donc ça a une valeur très certainement très importante pour moi. Mais maintenant de dire, est-ce que c'est ça le plus important? Je pense qu'on va revenir sur la carrière internationale en tant qu'adulte. Je comprends bien, mais c'est vrai que le tennis de club, c'est vraiment à la base. Absolument. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, mes parents me laissaient au club et puis je jouais toute la journée avec tout le monde. Je faisais des compétitions avec les garçons, avec les filles. On regardait par rapport à notre classement aussi. On se donnait un 15 ou 2 15 à l'avance. Parfois, on se donnait un jeu parce qu'il y avait des classements en décalage. Et donc, on passait des journées entières à jouer. Si on ne jouait pas au tennis, on allait, on faisait plein de trucs ensemble. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué parce que le tennis, je l'ai toujours vu comme quelque chose où j'ai pris du plaisir, où il y avait ce côté jouer avec les autres, pas toujours la compétition. Et c'est peut-être quelque chose à un moment donné je trouve, qui a disparu. Les enfants sont amenés au tennis, ils viennent faire leur cours de tennis, puis ils repartent. Moi, j'ai vécu vraiment passer des journées entières à jouer avec n'importe qui, à m'amuser, aller chercher des mûres. À un moment donné, on allait chercher des noisettes quand c'était la période. Enfin, tu vivais vraiment dans un lieu où tu n'allais pas juste faire ton cours et puis tu repartais, mais tu passais vraiment des moments avec d'autres enfants de ton âge, ou plus âgés ou plus jeunes. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a positivement marqué et qui, à un moment donné, m'a manqué aussi parce que tu perds le contact avec les gens. Et ça permet de créer des souvenirs, forcément. Alors, côté paddle, Pablo, les interclubs aussi connaissent un succès grandissant, j'imagine. Oui, incroyable. Ça s'est reproduit un tout petit peu la même chose que le tennis. Évidemment, le côté un peu équipe, ça reste un peu plus important au paddle. C'est déjà à 2. Et on a suivi exactement le même modèle de tournoi. Et comme Dominique l'expliquait, ça reste quelque chose de convivial. Le club, on reste après la compétition, on supporte un peu les amis. Ça se fait dans la bonne ambiance, la camaraderie, comme on l'entendait aussi dans cette séquence. Tout à fait. Okay, très bien. Alors, si les interclubs, forcément, sont importants, on a aussi les tournois internationaux qui sont organisés en Belgique. Si on vient d'assister à la première édition d'un 25 000 $ au Royal Leopold Club, alors avant d'en parler entre nous, je vous propose de nouveau une séquence signée Patrick Aumont et Pollux Productions, dans laquelle on va avoir l'occasion d'entendre Steve Darcy et Raphaël Collignon. L'intérêt d'avoir des tournois en Belgique, c'est le fait d'avoir les jeunes qui font leur premier pas ici, avec leurs proches qui viennent voir, les joueurs plus confirmés qui peuvent jouer aussi à la maison. Le fait de retrouver un tournoi international à 25 000 $ qui pourrait tout à fait être un challenger et puis de se montrer devant la Belgique, devant les sponsors, devant le public belge, ça fait toujours du bien. Ça permet aussi aux joueurs belges qui n'ont pas forcément les moyens pour voyager à l'étranger de connaître une première expérience au circuit pro en Belgique. Pour certains, de prendre leur premier point et c'est vraiment un gros tremplin. Donc je pense que c'est vraiment top. On fait plein de tournois tout au long de l'année et c'est vrai que quand on vient ici au Léo, c'est exceptionnel. Avoir un cadre comme ici, ça n'arrive quasiment jamais. D'avoir ces tournois ici en Belgique, dans ce club-là, c'est vraiment une grosse opportunité, donc on est chanceux. 13 Belges ici dans le tableau, ça fait plaisir à voir. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont proches dans les 15 000, dans les 25 000. Et pour la Belgique, ça fait un peu du bien quand même. Je suis très heureux de faire partie de cette team Jeunes Talents BNP Paribas. C'est vraiment une grosse opportunité, surtout pour les jeunes qui n'ont pas encore eu l'occasion de jouer des tournois internationaux. Dans les Young Talents, qui va succéder à David Goffin, il y en a pas mal qui essayent. On a Alexander Bloch, Gilles Nobailly, on a Raph Collignon, Gauthier Onclin, tous les jeunes qui sont ici, qui ont fait les qualifs, qui sont rentrés tout juste dans le tableau final. C'est sûr qu'il reste beaucoup de travail, beaucoup de chemin. Beaucoup de points à prendre pour monter au classement, mais on a quand même du potentiel. Dans les années à venir, on a quand même du lourd qui peut arriver.
Alors en Coupe Davis, c'est ce qu'il y aura Young Talents. Pour l'instant, il y a plusieurs joueurs, il reste 2 places. Et donc c'est probable qu'il y ait Young Talent, mais avec certitude, je ne peux pas répondre. Alors Dominique, le Royal Leopold Club, c'est un club que vous connaissez bien? Oui, membre d'honneur d'ailleurs. J'ai joué en interclub d'ailleurs pour le Léo. Et puis surtout, c'était l'endroit mythique des championnats de Belgique, la phase finale. Et donc c'est vrai que je connais ce club très bien. Et puis c'est là où j'ai été championne de Belgique. Il y a eu plein d'événements toujours au Léo. Et c'était l'endroit, exactement, si on parlait de tennis et qu'on parlait d'un point de vue national, l'endroit clé, c'était le Royal Leopold Club. Et donc, c'est un magnifique club aussi, avec une superbe terrasse. Et malheureusement, le cours central, où il y a eu énormément de belles choses qui se sont passées, il n'existe plus. Donc, c'est vrai que quand on est un peu nostalgique, c'est un peu dommage. Mais d'un autre côté, les clubs évoluent, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'était la référence tennistique depuis toujours. Justement, Steve et Raphaël en parlent dans la vidéo, mais avoir des tournois internationaux qui se jouent en Belgique, c'est capital. C'est super important, certainement, pour la jeune génération. Moi, j'ai commencé mes premiers tournois internationaux, je les ai joués aussi en Belgique. Le premier que j'ai joué, c'était à Rebec, c'était un 10 000 $ à l'époque. Là, j'avais perdu au premier tour, et puis la semaine suivante, c'était à Coxide. Et là, j'ai gagné le tournoi, c'était mon premier 10 000 $ que je remportais. J'avais 17 ans, j'avais pas encore 18 ans à l'époque. Et c'est là, en fait, où ma carrière a commencé à être lancée. Mais sans des tournois comme ces tournois-là en Belgique, c'est compliqué parce que déjà, le fait de voyager, beaucoup de joueurs qui peuvent profiter du fait de jouer dans leur propre pays reçoivent des invitations. Nous, on n'a jamais à ce moment-là des invitations. Donc, on doit passer par des phases qualificatives parfois beaucoup plus longues. Et puis surtout, c'est important des petits tournois, mais aussi des tournois plus importants pour donner la chance aux jeunes de pouvoir prendre de l'expérience aussi. Pas uniquement dans les petits tournois, mais dans les plus gros tournois aussi, pour pouvoir un peu sentir la température, de voir, tiens, c'est quoi être professionnel, prendre de l'expérience, du bagage. Et donc, c'est vrai qu'on a des tournois encore qui existent. Je trouve qu'on devrait en avoir plus parce que c'est quelque chose vraiment de très important pour la jeune génération de pouvoir goûter à cette expérience et de tester un petit peu et de voir, OK, est-ce que mon niveau correspond au niveau international et d'avoir des points de repère et de pouvoir jouer à la maison. Il y aura effectivement un tournoi à Bollé, près de Charleroi, je pense, dans quelques semaines en tennis. Donc voilà, c'est bien et important de le rappeler. Alors des tournois internationaux, vous me parlez de Coxide, oui. Dominique. On a également le tournoi FIP qui se joue en ce moment même à Coxide au niveau du paddle. Oui, et là, il y a plusieurs équipes belges qui vont essayer de rester, d'avoir le titre et avoir le titre pour la Belgique. Donc il y a des bonnes paires, il y a les jeunes qui sont de l'équipe nationale aussi qui participent. Donc normalement samedi et dimanche, je serai sur place pour les aider aussi à avancer. Et il y a eu un autre tournoi international il y a quelques semaines à La Cure. Et ça a été très très bien. On a fait finale avec Clément Gens justement et François Zola. Ils ont perdu un match en 3-7 contre une paire hollandaise. Et ça reste, on reste compétitif. Pour l'instant, on n'est pas au top au niveau mondial, mais on a des bons résultats et nos jeunes commencent à montrer des choses intéressantes. C'était une belle première édition. Est-ce qu'elle en appelle à d'autres ? Si, il y aura, les gens sont contents, il y a une réponse très positive du public et les clubs sont super intéressants à organiser de plus en plus des événements de ce type-là. On a un autre rendez-vous qui est prévu également fin du mois, cette fois-ci à Caen, pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, oui, c'est le FIP Promises, je pense. Et là, il y a pas mal de petits jeunes qui jouent assez bien. Et il y a des joueurs qui viennent du tennis, mais chaque année, commence à avoir une petite partie des participants qui vont directement au padel. Et il y a des écoles qui se développent petit à petit. On voudrait que ça soit plus fort, mais ça commence. Ouais. D'accord, très bien. Avant de jouer des tournois internationaux, les jeunes ont également la possibilité de jouer aussi un circuit qui leur est propre. Je parle ici tennis et plus précisément le Kid Noise Junior Tour. Alors c'est un rendez-vous auquel les jeunes
qui ont déjà gagné des tournois ou qui débutent sont les bienvenus. Tout se fait dans la bonne humeur, mais qui de mieux finalement que Kid Noise lui-même pour nous en parler. Regardez. Hello à tous, c'est Kid Noise. Alors, si tu es jeune et que tu es fan de tennis, le Kid Noise Junior Tour est fait pour toi. Que tu sois complètement débutant ou que tu aies déjà gagné des tournois, que tu veuilles devenir pro ou tout simplement t'amuser, inscris-toi. Sans oublier que les tournois, c'est du challenge, de l'apprentissage, mais surtout de nouvelles rencontres avec de jeunes passionnés de tennis comme toi. Car même quand on ne gagne pas, on apprend toujours. Le plus important, c'est de rester positif et dans la bonne humeur. En résumé, se faire de nouveaux potes et les encourager pendant les compètes. C'est peut-être d'ailleurs eux qui t'encourageront lors de la phase finale de ces tournois, le Kid Noise Junior Masters, qui lui aura lieu du 18 au 22 septembre au RTC de Marche. Je serai peut-être même de la partie. Alors inscris-toi dès maintenant au Kid Noise Junior Tour. Dominique, plus tôt on commence, mieux c'est. Ça vous fait rire? Oui, non, ça me fait rire parce que c'est une personne que je ne connais pas très bien. Oui, donc, mais c'est bien, en fait. Hein, on doit trouver des figures emblématiques qui stimulent les jeunes à faire du sport. Mais plus on commence jeune, plus c'est bien. Moi, j'ai commencé tard, en fait. J'avais 9 ans quand j'ai commencé à jouer, ce qui est relativement tard. Je trouve que ce n'est pas un problème de commencer tôt. Pour moi, c'est surtout qu'on progresse doucement mais sûrement et pas qu'on oblige déjà à jouer dans la compétition trop tôt, trop d'heures de tennis. En fait, je pense que ça, c'est un réel problème. Pour moi, j'ai joué au tennis, j'ai toujours eu du plaisir à jouer au tennis parce qu'on a toujours dosé le nombre d'heures. Donc, je combinais ça avec les études et donc je ne jouais pas tellement, mais je jouais. Quand je jouais, je prenais énormément de plaisir, je m'amusais. Et je suis arrivée à jouer à un moment donné sur la fin de mes études. Au début de ma carrière, j'étais à 20 heures de tennis par semaine. Ce que j'entends beaucoup, c'est que les jeunes de 9-10 ans font déjà 20 heures de sport par semaine, ce qui est pour moi complètement ahurissant, étant donné qu'il faut être bon à l'âge de 18 ans. Donc, autant arriver à créer, je dirais plutôt, une structure qui vous amène doucement mais sûrement au moment où vous devez vraiment être performant, parce que ça n'a aucun intérêt d'être à 12 ans le meilleur, parce que c'est quand même qu'à 18 ans qu'il va falloir l'être. Et donc, je ne suis pas convaincue, honnêtement. C'est bien de commencer tôt, mais ça doit rester un jeu jusqu'à un certain âge. Et puis, à partir du moment où on voit qu'il y a vraiment du talent, il y a vraiment un potentiel, de commencer à construire cette carrière pour que l'athlète, le joueur de tennis soit prêt au moment où il faut être prêt. Parce que très souvent, quand on joue de trop, c'est comme avec tout, on devient dégoûté aussi très rapidement. Et à la base, pour moi, le tennis, comme tout autre sport, vous le faites parce que vous prenez du plaisir à le faire. C'est un hobby à la base. Et donc, c'est ce que je conseillerais aux personnes. Mais le problème, c'est que le système est fait d'une telle manière que tout le monde est obligé de jouer beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes à certains moments qui décrochent parce qu'ils ne prennent plus de plaisir, il y a trop de stress et c'est pas bon en fait. Et comment ça se passe par rapport à ça au paddle? Au paddle, c'est un peu différent parce que le paddle a pris une force énorme chez les adultes. Et tous les adultes veulent vraiment prendre le terrain. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour les enfants pour l'instant. Oui. Bien sûr. Nous, on voudrait, comme fédération, Padel Wallonie-Bruxelles, on voudrait inciter les jeunes à venir chez nous et s'entraîner de plus en plus, convaincre aussi les teneurs de club pour qu'ils puissent libérer des créneaux horaires que pour les jeunes, parce que ça marche tellement bien, la location des terrains, que les gens qui sont responsables de club, ils disent bon, c'est un bon business, donc je loue mes terrains, et pour les enfants, ça devient un peu cher. Donc voilà, on est juste, je pense, en train de décoller là-dessus et on fait quelques activités comme fédération pour inviter les jeunes. Donc voilà, je pense que d'ici à 2-3 ans, ça ira beaucoup mieux. Très bien, alors nous arrivons déjà en fin d'émission. Alors on va aborder les news paddle. Je voulais voir avec vous les interclubs mixtes et vétérans. Un mot là-dessus? Très bien. Ah ben un mot, dites-moi, justement. Je pensais qu'elle allait au dernier. Ne vous inquiétez pas, non. Non. Mais les vétérans c'est la fin, c'est la fin. Les vétérans et mix commencent en automne. Oui.
Donc on est en train d'inscrire toutes les équipes et je pense, déjà je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt, il y a dans toutes les catégories d'âge et on essaye aussi, je pense la deuxième fois, qu'on essaye de faire des interclubs mixtes. Donc on va voir, je crois qu'il y aura des succès. Il semblerait que l'on peut changer de club pour ces interclubs. Est-ce que vous nous expliquez Si, comment on peut ça fonctionne? appartenir à un club et que pour les interclubs vétérans et mixtes, on peut demander une autorisation pour aller jouer sur un autre club avec des amis et puis maintenir l'affiliation de notre club et rester là-dedans. Ouais. Toutes les informations, dans tous les cas, sont sur le site de la fédération. Pareil pour le nouveau classement KidTrade Bank qui est sorti. Donc, vos impressions par rapport à ça? Et c'est quelque chose qui se met en place. Il y a, comme c'est un sport encore nouveau, il y a des gens qui connaissent pas beaucoup les rankings. Donc, il y a les compétitions, il y a énormément d'intérêt à faire les tournois. Mais ça prend du temps à caser les gens exactement dans leur niveau. Donc c'est quelque chose, il faut avoir de la patience, il faut attendre quelques années pour que ça soit vraiment bien cadré. Et il y a des gens qui s'inscrivent, n'ont jamais joué padel, mais ils ont joué de tennis à bon niveau. Et tout de suite, par exemple, ils peuvent avoir un niveau différent. Les gens qui viennent de badminton ou d'autres sports de raquettes. Et voilà, ils ont un peu d'avance sur les autres. Donc voilà. Il faut avoir de la patience, il faut continuer. Tout se met en place. Exactement. Très bien, alors passons au news tennis, où là on va parler évidemment de Wimbledon, où on ne peut pas dire que nos joueurs belges du tableau masculin aient été bien vernis, avec Zizou Bergs notamment, qui après être sorti des qualifs a été battu au super tie-break par Arthur Cazot, et David Goffin. Lucky loser, ça c'est vraiment le cas de le dire malheureusement, qui menait 5-0 dans le dernier set et qui s'est finalement incliné face au Tchèque de 23 ans, Thomas Machak. Dominique, ce sont des défaites qui sont difficiles à accepter, j'imagine. Ouais, certainement, c'est un très bon exemple parce qu'on dit toujours « Ah ouais, mais quand tu gagnes 7-0, 5-0, tu vas gagner. » En fait, on ne gagne que quand la dernière balle est jouée. Et même à ce niveau-là, la preuve, c'est quand même assez surprenant d'avoir mené au dernier set avec un tel écart et de perdre. Mais comme je dis, la balle, la dernière doit être jouée. C'est dommage. En fait, il n'était pas. Enfin, finalement, il s'est retrouvé lucky loser, vraiment très lucky à la fin. Oui, parce qu'en fait, il ne devait pas même rentrer dans le tableau final. C'est parce qu'Andy Murray, finalement, a décidé de déclarer forfait en simple. Donc, il a pu bénéficier. Donc, voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu une chance ratée. Mais d'un autre côté, je suis confiante parce que je vois que le niveau de David recommence à être de mieux en mieux. Maintenant, retrouver son niveau où il a été dans les meilleurs, c'est clair que ce serait une utopie de dire que ça va être le cas. Mais d'un autre côté, c'est bien de voir qu'il recommence à gagner pas mal de matchs. Il est confiant, donc ça c'est positif. Et puis Zizou, très honnêtement, moi j'aime vraiment bien parce que d'autant je l'ai vu progresser au début, super fougueux, où la gestion de son énergie et essayer de canaliser son énergie, c'était assez compliqué parce qu'il éparpille un peu partout son énergie, de par son tempérament. On voit qu'il devient de plus en plus, je dirais, centré sur ce qui est important. Il a très bien joué à Roland-Garros. Ici, il s'est qualifié pour Wimbledon. Donc, c'est vraiment génial de voir son évolution. Une place dans le top 100 mondial tout à fait méritée. Et c'est un joueur avec énormément de talent, qui est passionné, qui se donne à du 200%. Donc, j'espère encore le voir continuer à évoluer. Et je pense que ça va être le cas parce qu'il a un tennis aussi qui s'adapte à toutes les surfaces. Donc, c'est quelque chose de très positif. Après votre carrière sportive, vous êtes justement devenu coach de vie, coach de carrière. Quel serait le petit conseil que vous pourriez donner Alors, coach mental plus et coach, je dirais, de carrière, parce que je fais de tout ce qui est, en fait, coach de carrière, c'est tout ce qui est changement de carrière ou bien transition de carrière, et beaucoup avec les sportifs de haut niveau qui sont en fin de carrière, et aussi pour les personnes avec les sociétés. Mais coaching mental, comme je disais, le problème qu'il avait, c'était d'éparpiller un peu trop son énergie, donc arriver à canaliser plus cette énergie, rester bien focalisé sur ce qui est
est essentiel. Et puis, comme l'a très bien dit Federer, et je vais peut-être terminer avec ça, c'est que le tennis est un sport où on gagne beaucoup, mais c'est un sport où on perd beaucoup aussi. Donc, l'importance de la résilience et d'apprendre des erreurs que l'on commet pour pouvoir continuer à s'améliorer. Parce que si on n'est pas résilient, si on n'apprend pas de ses erreurs, ben, malheureusement, à un moment donné, on va stagner ou bien même régresser. Et donc, je pense que ça, c'est important de garder en tête. C'est que si on veut progresser, c'est toujours aller chercher le petit détail qui peut faire la différence et de mettre son focus sur les choses sur lesquelles on a du contrôle. Oui, tout à fait. C'est un joli mot de la fin, en tout cas. Mais c'est vrai que Wimbledon, c'est vraiment le tournoi mythique, j'ai envie de dire. Même que pour vous, Pablo, je veux dire, avoir Wimbledon, ça fait rêver. Si, ça fait rêver, c'est incroyable. Cette organisation, on sent le tennis classique, là, l'histoire du tennis. Ouais. Et pour vous, Dominique ? Pour moi, ça reste... c'est vrai que souvent, quand on est belge, on fait référence à Roland-Garros, qui est aussi un tournoi mythique. Mais si on regarde la tradition du tennis, on va plutôt voir du côté de Wimbledon. Et puis, je trouve que c'est fantastique de voir encore cette tradition de jouer en blanc, même si on a décidé de mettre une petite connotation colorée chez les dames avec les petits shorts de couleur. Ça reste un tournoi où vous jouez en blanc. Vous avez les gens qui vont prendre le thé à 4 h de l'après-midi, qui vont manger les fraises avec la crème, qui vont boire leur Pims et qui ont ce côté aussi très, je trouve, très sportif d'encourager les joueurs et qui aiment le tennis. Et donc, c'est vraiment gai de voir des gens qui sont vraiment passionnés par le tennis, qui vont faire une file peut-être pendant des heures pour pouvoir récupérer un ticket et quand même rentrer dans le stade. Et c'est une atmosphère très différente si on va les comparer aux autres grands chelems où, en effet, il y a ce côté respectueux, où on suit les règles, ce qui n'est pas toujours le cas si on va à Roland-Garros ou à l'US Open, qui c'est un peu plus rock'n'roll. Alors, on aurait aimé, évidemment, vous parler d'autres organisations qui se sont tenues sur le sol belge, comme la BATD Cup à Waterloo ou encore le J30 au Setways, ou évidemment le J60 de la N1 Cup. Mais malheureusement, voilà, nous arrivons en fin d'émission. Vous m'avez donné faim, en tout cas, avec ces pins. Le ventre se creuse. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau. Avec plaisir. D'avoir répondu plaisir, plus. ouais. Est-ce que Dominique, on peut revoir une dernière fois cette bien médaille? sûr. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir une alors médaille c'est olympique en nos studios. Deux côtés différents, avec forcément ici on le voit, le petit Sydney 2000. Et donc il y a ce qui est bien, c'est que ce côté de médaille, il y a les anneaux, et de l'autre côté, en fait, vous avez la gravure avec les Jeux Olympiques, et puis vous avez ici, de ce côté-ci, en fait, le nom et le sport auquel vous avez participé. Une belle image donc, qui conclut ce 4e épisode de Service Gagnant. Merci aux médias de proximité qui assurent le bon déroulement de cette émission. Merci aux équipes de TéléMB. Et surtout, merci à vous de toujours être fidèles au rendez-vous de vos services gagnants. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. À bientôt et bon week-end.